Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, un petit peu sur la genèse des romans qui composent cette nouvelle intégrale chez La Volte? Oui, la genèse elle est assez simple, ça part de mon amour pour l'Europe qui puise ma plus profonde enfance et qui, au moment de la libération, s'est exacerbée. Ouais. Donc j'ai vu que malgré tout, des problèmes allaient se poser puisque on était à la tête à l'époque de l'Empire, enfin pas moi, mais la France, de l'Empire colonial, et auquel on avait apporté la civilisation, mais enfin ça n'avait pas très bien marché. Et je m'étais rendu compte que finalement, un jour, il y aurait un retour de flamme et que les choses ne sont pas nécessairement pas bien, puisque les gens qui avaient été initiés à une civilisation exceptionnelle, lumineuse, celle des Lumières qu'on leur apportait pendant la Révolution, en réalité, ils n'avaient pas vécu ça, mais justement, ils pensaient que dans le pays d'où venait la source de ces informations, il y aurait une possibilité de vivre comme le montraient ces lumières. Puis, donc, je pensais que nécessairement ça allait produire des réactions épouvantables de la part des gens qui sont sur place. Bon, je sais bien qu'il y a eu des migrations depuis très longtemps. Dans l'ensemble, comme c'était au niveau européen, donc c'était toujours assez bien passé. Mais là, donc, on abordait un monde différent. Et que, à partir du moment où les gens venant des pays d'Afrique allaient envahir l'Europe petit à petit, par la nécessité que le Sahel progressait, que l'identité de choses changeait, et que finalement la situation là-bas, après l'indépendance, ne s'était pas tellement améliorée, qu'il y avait à avoir des conflits considérables dans un nombre X d'années. Donc ce nombre X d'années, je l'avais en 1973, où j'ai commencé à écrire le premier roman, qui est paru en 1976. J'avais pensé que ça se passerait vers 2020, par 2015, 2029, qui était le centenaire de ma date de naissance. Et alors, à ce moment-là, j'ai conçu une chose, parce qu'à ce moment-là, on était à l'époque du marché commun. Donc je me suis dit, bon, il y avait 7 États du marché commun. Je savais que ça allait s'élargir obligatoirement à l'Espagne, à Portugal, etc. Mais pas au-delà du rideau de fer, puisque le rideau de fer était quand même une espèce de rideau ferme. En même temps, ce rideau de fer m'a donné l'idée qu'il y avait une solution, c'était de créer une Europe continentale entièrement fermée avec des murs de force qui étaient infranchissables. Et que petit à petit, les gens qui vivaient là-dedans avaient chassé tous les migrants. En général, c'est à Poitiers que ça s'est passé, évidemment. Et une fois que les migrants ont été chassés, donc ils refermaient tout sur eux-mêmes et se mettaient à vivre dans l'amour du passé. Donc ça, c'est le premier tome, c'est donc l'idée de cette humanité. Et après, donc, j'ai essayé de voir ce qui pouvait se passer une fois que tout était fermé, comment les gens allaient vivre. Donc comment allaient-ils vivre? Forcément en se renfermant obligatoirement sur eux-mêmes et en essayant de vivre le plus longtemps possible. Donc pour vivre le plus longtemps possible, une compagnie dirigée par le Messie Montcessieux avait créé des cabines de temps ralenti qui permettaient aux gens de vivre 7 jours en un jour. Donc en plus, à partir de ça, s'élargissait le concept de collection. Les gens se mettaient éperdument à chercher ce qui était mieux avant. Donc tous les objets, toutes les collections qui pouvaient se faire, tout se refermait sur soi-même. Bon, évidemment, à partir de là, il y a forcément une réaction. Donc après, il y a eu d'abord les dissidents, parce que les autoroutes étaient désertées. Les gens ne circulaient plus, puisqu'ils étaient pratiquement tous enfermés chez eux. Bon, il y avait des centres commerciaux. De toute façon, l'électronique commençait déjà à fonctionner, puisque je n'avais pas encore conçu Internet, mais enfin, c'était presque la même chose, puisqu'il y avait le vote électronique, les gens avaient des bracelets qui étaient comme des Swatch, communiquaient entre eux. Donc là, ils vivaient complètement enfermés. Et les dissidents,
qui était à l'écart, essayait de rompre cette espèce de monde enfermé. Mais enfin, il n'avait pas tellement de pouvoir. Par contre, il y avait les montreurs de rêves qui, eux, avaient créé, ça s'appelle l'oniromancie ou l'oniropraxie, qui leur permettait, dans des espèces de mosquées, églises, on avait toujours un peu mélangé déjà l'idée de la mosquée-église, ils montraient les rêves aux gens, donc ça créait une espèce de monde différent dont les gens étaient encore dans le virtuel, s'échappaient dans le virtuel. Les uns s'échappaient dans le passé, les autres s'échappaient dans le virtuel. Et à ce moment-là, donc, un homme qui vient du pays extérieur, qui s'était reformé après la fermeture du Marcom, les Pays-Voies, donc des pays en voie de développement, a pressenti la fin possible de la planète, parce que si jamais ces monstres arrivaient à étendre ces cabines du temps ralenti à l'ensemble, donc ça allait perturber complètement le temps. Donc il était venu en mission spéciale, il avait réussi à pénétrer à l'intérieur du Marcom. C'est à partir de là que le roman démarre. Et donc là, j'ai posé toutes les questions qui allaient se révéler plus ou moins exactes dans le présent. Mais bon, après, si vous voulez, la science-fiction a repris ses droits, donc j'ai fait preuve d'une imagination assez énorme, intense, un peu d'après les systèmes que j'ai écrits tout à l'heure, c'est-à-dire dans les techniques de Raymond Roussel, en amalgamant les mots les uns après les autres, et donc créant des situations plus que merveilleuses qu'on ne peut pas imaginer si on ne procède pas à des systèmes centraux. Donc le roman va peu à peu dériver vers véritablement un roman surréaliste. Enfin bon, de toute façon, reste les personnages principaux, le ministre de l'Intérieur, le directeur de la compagnie du ralenti qui essaye de lutter contre tout ce qui va contre l'ordre. Donc voilà toute l'histoire du départ de cette chaîne humanité. À partir de là, si tu veux, quelques années après, j'ai pensé aussi à une chose, c'est que il y avait des mouvements divers qui, après 68, avaient commencé à naître, mais qui tendaient à exploser. Donc, en exagérant jusqu'au bout, si tu veux, j'ai pensé que les situationnistes, les anarchistes, les écologistes, les tenants des provinces, les gens qui avaient des idées particulières sur la magie, sur la voyance, toutes sortes d'écoles complètement en dehors de la vie normale, allaient provoquer une espèce de révolte généralisée qui faisait que l'État allait entièrement se désintégrer. Donc, Le dormeur s'éveillera-t-il, qui est le roman qui se passe avant la création du Marcom, crée une espèce de révolution pour rien, mais qui va donc permettre au Marcom de s'imposer par la suite. Et c'est pour ça que j'ai placé en deuxième partie, pour que les gens aient d'abord l'idée de ce Marcom, pour voir comment il est né et pourquoi il est né. Et puis, donc, après, j'ai fait un troisième roman qui était une tentative d'apaiser le mouvement et de voir s'il n'y avait pas un moyen d'empêcher ce Marcom d'advenir. Donc là, j'ai écrit Un souvenir du futur, et là, c'est une histoire tout à fait différente, parce que c'est un personnage qui va, au début, mourir, enfin, sa femme va mourir pendant la guerre des États-Unis contre le Mexique, et comme c'est un agent du CEGEST, le Centre de gestion temporelle, qui existe depuis un peu avant la naissance du Marcom, qui va comprendre que les choses vont se concrétiser. Donc cet agent va revenir à la suite de sa mort de sa femme vers l'époque où il est né, enfin où il a commencé son travail d'agent du CEGEST, et va essayer à travers les multiples femmes qu'il a aimées, qui vont lui faire un voyage analogique, comme j'avais déjà décrit dans le Marbourg, de se projeter de temps en temps et essayer à différentes époques, avec les femmes qu'il a connues, d'empêcher d'advenir le Marcom, et en plus un peu prométhéen, d'empêcher que sa femme meure. Donc c'est ce qui fait l'ensemble des trois romans et qui décrit un peu toutes les facettes d'un avenir hypothétique qui n'est pas nécessairement advenu dans tous ses détails, mais qui comporte un grand nombre de réalités actuelles. Voilà, justement, parlons-en, à 40 ans d'écart,
le délitement, l'enfermement enfin, le renfermement de l'Europe sur elle-même. Comment est-ce que tu regardes ça? Est-ce qu'il y a un vertige de l'écrivain dont l'imagination a des résonances avec l'actu? Bah, si tu veux, bon, je pense pas du tout que la science-fiction soit faite pour ça. Bien sûr. C'est pas du tout un exercice de voyance, ni même de futurologie. Bon, il se trouve qu'on doit sans doute une sensibilité particulière, je crois, d'auteurs qui s'intéressent particulièrement à la vie présente. Et cette vie présente, bon, on la voit, mais on n'a pas envie de la décrire. On a envie de voir comment elle va évoluer. Et donc, à partir de cette évolution, donc d'imaginer les futurs possibles. Et ces futurs possibles sont quand même le cœur de la science-fiction, même si on les ramène au présent. Donc finalement, avec 40 ans d'avance, je les ramène un peu au présent actuel. Ouais. Voilà. Donc finalement, je ne m'étonne pas. Je suis content que ça se passe comme ça. Enfin, je ne suis pas tellement content que ça se passe comme ça. Oui. Mais enfin, je vois quand même que la science-fiction touche quelquefois juste. Ouais, c'est pas mal quand même. Voilà. Parlons de ta mécanique un peu d'auteur, où vont ton ventre. C'est un univers très construit, comme tu nous l'as décrit. Tu le portes encore en toi? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est fini? Si tu veux, j'ai toujours l'idée d'un départ, d'un certain nombre de personnages qui sont assez particuliers, qui ont des caractéristiques, qui représentent aussi des entités politiques d'entités vivantes dans les rapports humains. Donc à partir du moment où je décris donc l'idée de départ, les personnages que j'approfondis, les lieux, et puis donc la fin. J'imagine toujours la fin en général, quoi qu'on en dise, bien que évidemment ce soit toujours des dystopies, quoique je ne suis pas tellement d'accord avec ce terme pour chercher l'humanité. Et je pense quand même que j'ai toujours des fins qui sont plutôt, je ne dirais pas optimiste, mais qui relativise la finalité de la situation qui était au départ. Que ce soit dans les 3 romans, à la fin, il y a toujours une fin ambiguë qui laisse le lecteur, j'espère pas sur sa fin, mais qui lui permet en réalité, grâce au fait que ça ne se termine pas vraiment, de pouvoir imaginer une suite. Ici par exemple, dans Dormeur s'éveillera-t-il, il y a un personnage qui va être là tout à fait tout le long du roman, au milieu de cette espèce de cacophonie de civilisation qui s'est produite à travers l'Europe. Donc il y a une femme qui va le recueillir un bébé dans l'explosion d'un casino et qui va donc le prendre. Mais ce bébé ne se réveille jamais et il ne vieillit pas. Il a environ 10-12 mois, mais il dort, c'est le dormeur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage va se promener tout le temps. Il y a quelquefois des petites réactions, mais pas tellement. Et petit à petit, donc, les choses ne vont pas tellement évoluer. Mais à la fin du roman, le dormeur est là. Et on sent que finalement, enfin, d'après ce que j'ai voulu écrire, que c'est un peu l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a traversé tous les traumatismes et qui porte en lui une espèce d'optimisme, de rénovation, de renouvellement de la chose. Alors donc la deuxième manière d'écrire ces romans, parce que comme finalement, si tu veux, souvent on s'enferme dans une réalité un peu trop tangible, un peu trop systématique. Pour ça, éviter le systématisme dans l'écriture, parce que finalement on arrive à écrire des romans ennuyeux. Et ce que j'essaye de mélanger à la fois des romans philosophiques, sociologiques, et en même temps des romans d'aventure. C'est toujours parce que finalement, l'émerveillement, c'est comme indispensable pour le lecteur, je pense, surtout s'il lit de la science-fiction. Et donc j'utilise les procédés de Raymond Roussel, qui consistent à agglomérer les mots ensemble, à essayer de faire des ponts entre les mots, et à partir de là, de générer des images, des situations, des personnages très différents. Ainsi, par exemple, dans Cette chère humanité, il y a une espèce de savant fou qui a réussi à trouver un insecte qui était absolument introuvable nulle part, Pulvis mutabilis. Et cet insecte a la possibilité, dans certaines conditions, de s'agglomérer et de créer des entités qui
qui ressemble à ce qu'il voit en face. Donc, le héros principal, parce que mes héros sont très souvent des héros, des losers. Pas forcément des losers, mais des personnages qui, d'abord, ils sont pacifistes avant tout, et ils cherchent à ce que les choses évoluent de manière favorable. Ils sont pris dans des engrenages qu'ils ne maîtrisent pas toujours, sauf dans Souvenir du futur. Et ils essayent donc de réagir, mais ils n'ont pas toujours les moyens de leur réaction, parce que c'est toujours pas évident de réagir dans des situations inextricables telles que celles que je décris. Et là, ce savant, qui n'est pas fou, mais qui est mystérieux, va créer, à partir des deux héros principaux, qui seront en même temps transsexuels, deux entités nouvelles qui ressembleront aux deux héros principaux, qui vont, eux, permettre l'évasion et puis l'empêchement de l'expansion du cabine transatlantique, comme l'a fait l'arrivée des Pévoines, qui lui en même temps cherche une fille qu'il aurait eue avant de partir, avant d'être expulsé. Quel regard tu portes sur la réédition, pour le coup, sur la réédition et sur le travail de l'intégrale, 3 romans réunis enfin? Voilà, si tu veux, moi personnellement ça m'intéresse énormément parce que c'est un vieux projet que j'ai, mais donc d'une part il y avait un roman chez De Noël, les deux autres étaient chez Lafon, et bon, Gérard Klein tenait toujours à maintenir absolument sa collection. Après il reproduisait un livre de poche, donc il maintenait ça d'une manière de main de fer, de façon à garder la maîtrise de sa collection. Et puis bon, finalement, au fur et à mesure qu'il est arrivé à la fin, il a un peu lâché les rênes, et donc j'ai récupéré mes droits. Donc il ne restait plus que Thomas Saverati. Et à ce moment-là, un jour, je parle de ça par hasard à Mathias Lechner de la Volte, et tout d'un coup, il me dit, mais l'Europe, mais enfin, tout ce que tu as fait, cette histoire d'enfermement, on est complètement dans l'actualité. Et il m'a dit, il faut absolument faire. Je lui ai dit, écoute, tu vas faire un livre, tu vas faire un nombre de 1000 pages, il y aura 1 500 000 signes, ça va être absolument énorme. En plus, il va y avoir un travail énorme, puisque ce sont des romans que j'ai tapés à la machine, donc Cette chère humanité, j'ai 5 manuscrits, dont 3 à la Bibliothèque nationale. Les autres, ça a été à peu près la même chose. Donc j'ai toujours, à l'époque où je tapais à la machine, j'écrivais au moins 4 ou 5 versions. Et à la première, qui était le premier jet, donc qui sortait justement de l'imaginaire positif de Roussel. Le second, après, pour rattraper tout ce qui ne fonctionnait pas dans la construction de l'histoire. Puis une troisième fois pour une écriture plus littéraire, puis une quatrième fois pour voir si tout fonctionnait bien, et une cinquième fois pour terminer. Donc à partir de là, j'ai pris donc la dernière version de Sa chère humanité et les autres qui étaient parus, et je les ai numérisés moi-même. Donc c'était quand même un assez gros travail. Et en même temps, j'ai tenu une chose absolument essentielle, c'est-à-dire à ne pas modifier tout ce qui concernait les avancées technologiques. Parce que j'aurais pu transformer le bracelet com en swatch, le vote électronique en Internet, etc. Bon, j'ai surtout pas voulu faire ça. J'ai voulu garder l'authenticité de la matière première, mais en même temps, bon, j'ai un peu renoué quelques passages qui ne fonctionnaient pas très bien. Enfin, vraiment, il y a peu de modifications. Et donc, Mathias m'a dit, bon, écoute, on va le faire. Alors, je suis au travail, ça. D'une part, ça a été quand même pas mal, parce que donc Anne, ma femme, est morte au mois d'octobre. Donc Mathias m'a proposé ça juste après. Donc ça m'a permis pendant 3 mois de travailler comme un fou à la numérisation de ces textes, et donc à parvenir enfin à les réaliser. Donc après, tout s'est enchaîné. Enfin, finalement, c'est Mathias qui a... Alors que c'était une vieille idée à moi, mais enfin, je ne la voyais pas réalisable. Et lui m'a conduit dans la réalisation. Je veux dire, j'en suis assez heureux. Je pense que ça fait un ensemble intéressant, parce que ce qu'il y a de nouveau dans cette trilogie, c'est que ce ne sont pas 3 romans qui suivent, c'est pas une trilogie telle qu'on l'imagine. C'est vraiment 3 romans différents, qui se passent à des époques différentes, mais qui sont toutes centrées autour du Marcom, et donc
puis le problème que pose un enfermement complet de l'Europe. Une dernière question, on arrive au bout du temps imparti. Sur quoi est-ce que tu travailles maintenant? Eh bien, d'une part, j'ai écrit un roman juste avant la mort d'Anne, qu'elle n'a pas eu le temps de lire, mais que j'avais déjà écrit une première version qui avait été refusée par tous les éditeurs. Et donc je l'ai retravaillé parce qu'il était écrit à la première personne et c'était très autobiographique. Et donc c'est l'histoire d'un jeune bourgeois qui s'évade complètement de son milieu, qui va se reconstruire entièrement, et enfin qui devient au bord de la délinquance et qui, par une suite de rencontres, etc., va petit à petit se mettre à écrire sous le fait que les gens lui disent que tu es doué pour ça. Ouais. Et petit à petit, il va se trouver des gens qui connaissent la science-fiction ancienne, etc. Et donc il va dire, il n'y a qu'une chose à écrire aujourd'hui, c'est la science-fiction. Donc à travers c'est un roman d'aventure autobiographique. Bon, rien n'est véritablement maquillé, presque tout est vrai, mais enfin c'est vu sous un angle différent. C'est pour ça que je l'ai réécrit entièrement à la troisième personne, et là ça fonctionne bien parce qu'il y a la distanciation, ouais, alors qu'avant on sentait trop l'auteur un peu biopic. Voilà. Et bon, ça c'est donc le roman qui va apparaître au mois d'octobre, qui s'appelle Les Nuits de l'Aviateur. Parce que finalement le personnage central, ça commence très fort parce que il a une anxiété fondamentale, c'est que d'une part il ne peut vivre que dans le noir, et quand il s'endort, il veut absolument percevoir le moment où il s'endort. Et je ne sais pas si chacun a vécu l'expérience, on ne peut pas percevoir le moment où il s'endort. Donc tout va partir de là, de la recherche du moment où il s'endort. Et alors actuellement, je suis en train d'écrire un nouveau roman que j'ai commencé aussi avant la mort d'Anne, mais qui est alors complètement basé sur quelque chose qui se justifie de plus en plus à mesure que je rencontre des gens depuis justement cette mort. Il se passe un phénomène très étrange, c'est que des gens que je connais très bien, avec qui j'ai vécu, des amis intimes, masculins ou féminins, me racontent spontanément leur vie. Et je me rends compte que leur vie ne correspond absolument pas à ce que je connais d'eux. Donc je dis, finalement, il y a plusieurs états du réel. Il y a le réel vrai, il y a le plausible, le possible, et puis il y a la réelle, c'est-à-dire ce monde qui nous entoure, qui sont tous les gens qu'on connaît et qui finalement vivent une vie totalement différente de celle qu'on croit être, et donc qui est une espèce d'intermédiaire entre la connaissance des autres et celle qu'ils vivent en réalité. Là-dessus, ça greffe aussi, c'est un roman sur l'art qui commence à Paris et qui est écrit d'une manière extrêmement bizarre parce que le personnage principal, qui est un prof d'université, enfin non, il a raté Hippocagne, mais enfin, ils ont créé avec un ami l'idée de l'art réel. Ils veulent le mettre en pratique. Et au cours il est à Drancy, puis ses élèves ne comprennent plus rien, le rejettent complètement, refusent de passer du subjonctif, refusent. Et donc il se met à écrire, dans un état de fureur totale, un premier chapitre qui dure 70 pages, dans un espèce de style texto bizarre. Et après, donc, il y a des problèmes fondamentaux, on le prend pour un schizophrène, on l'enferme dans des hôpitaux bizarres, il en sort dans un état second et il se met à écrire la suite à la main dans un style normal. Donc tout ça va se terminer à Venise avec un grand créateur de l'art, du Bloody Art, qui aussi prépare l'art terroriste. D'accord. Bah, très bien.